Merci à vous, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. On veut comprendre d'abord avec vous pourquoi ce point de passage de Rafah pose-t-il problème au point de mettre quand même à l'épreuve quelque part cette cohésion entre Washington et Jérusalem? Parce que Rafah, c'est le point de passage évidemment entre la bande de Gaza et l'Égypte. C'est par Rafah que le Hamas a importé une grande partie, voire la majeure partie de son armement. Et par conséquent, réouvrir Rafah, cela permettrait en fait de fournir au Hamas une nouvelle route de fourniture d'armement. Et cela, il n'en est évidemment pas question. Qu'il puisse y avoir des passages civils entre les deux côtés de la frontière, oui, mais à condition que cela ne puisse pas permettre au Hamas de réouvrir sa voie d'importation d'armes depuis l'Égypte. Ouais, donc ce n'est pas le moment de redonner un second souffle au Hamas. Alors la Turquie et le Qatar qui sont intégrés par Trump quasiment automatiquement au Conseil de la paix, c'était une ligne rouge pour Israël. Pourquoi d'après vous les Américains sont en train d'imposer ça quelque part à leur allié israélien? Parce qu'on voit qu'Israël n'aura pas son mot à dire malgré le fait que c'est quand même Israël qui a la maîtrise, qui a l'emprise sur une partie du territoire à Gaza. Alors, on sait que le président Trump a des relations privilégiées avec le président turc Erdogan et avec le leadership du Qatar. C'est un fait. Il faut bien reconnaître aussi que c'est partiellement grâce à l'implication de ces deux pays que le Hamas a fini par accepter un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens, bien qu'il y ait encore la dépouille malheureusement de Ran Gvili, comme vous l'avez dit, dans la bande de Gaza. Et donc, le président Trump sont redevables vis-à-vis de ces deux pays, a des relations particulières avec leurs dirigeants et semble favoriser cela aux réticences très justifiées d'Israël. Et malheureusement, il semble ne pas vouloir revenir là-dessus. Mais je pense que le Premier ministre a raison de dire qu'il n'est pas question d'accepter la présence de soldats turcs et qataris dans la bande de Gaza, parce qu'ils ne viendraient pas pour désarmer le Hamas, mais au contraire pour le renforcer, ce qui contradit complètement le plan de paix. Il y a un vrai problème de confiance. Alors c'est vrai qu'il n'y aura sans doute pas de soldats turcs ou qataris à Gaza, c'est la ligne rouge encore une fois d'Israël. En revanche, que risquerait Israël avec cette présence des Turcs au sein de ce Conseil de la paix qui pour l'instant n'a pas vraiment une grande efficacité? Si c'est uniquement une présence dans ce Conseil sans présence militaire sur le terrain, c'est une autre histoire. Effectivement, si c'est uniquement pour avoir des délibérations, eh bien que la Turquie et le Qatar soient représentés dans ce Conseil, comme on dit en anglais, who cares? Ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais il n'est pas question, comme je l'ai dit, d'accepter que des soldats de ces deux pays, qui sont des bailleurs de fonds, des soutiens politiques et financiers des frères musulmans, il faut bien le comprendre. Le Qatar, c'est le portefeuille mondial des frères musulmans et du Hamas. La Turquie, c'est un allié politique du Hamas et des frères musulmans. Je parle d'Erdogan. Et donc, il serait complètement aberrant que ces deux pays puissent être présents dans la bande de Gaza. Comme je l'ai dit tout à l'heure, leur seul et unique but serait de renforcer le Hamas et pas de le désarmer. Alors c'est ça, bailleur de fonds et puis aussi refuge, parce qu'on l'a dit à l'instant, il y a une idée d'un exil des cadres du Hamas vers la Turquie notamment. On sait que même depuis l'étranger, ils conservent une influence, on a vu malheureusement durant le 7 octobre. Là aussi, vous pensez qu'Israël n'avait pas le choix? Israël va accepter cet exil des leaders? Il faut bien comprendre que dans la relation entre les États-Unis et Israël, la superpuissance ici, ce sont les États-Unis. Et que Donald Trump a des idées très arrêtées. Il pense, et à juste titre, que c'est lui qui a permis ce cessez-le-feu et que donc c'est à lui d'imposer ses conditions. Donc je pense que Israël, le gouvernement israélien, a un jeu très délicat à jouer ici, puisque notre alliance avec les États-Unis est primordiale. Mais il faut comprendre aussi que la superpuissance dans cette relation, ce sont les États-Unis, que l'attitude de Donald Trump est très transactionnelle et que Israël n'est pas son seul allié dans la région. Les États-Unis, en tant que superpuissance, peuvent se permettre justement d'avoir plusieurs alliés, même si ces alliés entre eux sont des pays hostiles, voire ennemis. Donc il y aura forcément des perdants parmi tous ces alliés. Le mot de la fin, avec tout ça, avec tout ce qu'on a dit, est-ce qu'une reprise de la guerre pour faire chuter le Hamas, ça reste, du point de vue d'Israël, le scénario quand même privilégié? Ça reste une possibilité. Je pense que le Hamas, tant que le Hamas ne sera pas désarmé et qu'il sera présent dans la bande de Gaza, l'option militaire contre le Hamas restera non seulement possible, mais même nécessaire. Puisque le Hamas jamais ne se désarmera de son propre chef et par bonne volonté. Donc seule la pression militaire jusqu'à présent a permis d'arriver à un cessez-le-feu, de libérer nos otages, et seule la pression militaire pourra permettre à Israël
de limiter la capacité de nuisance du Hamas et pour répondre à vos questions, non seulement contre le Hamas, mais contre la source essentielle, je rappelle, de la violence et de l'instabilité dans la région, qui est le régime de la République islamique, qui reste toujours sous la menace d'une intervention à la fois américaine et israélienne. Donc, encore une fois, le fait que la fin de la guerre a été déclarée, très bien, mais cela ne signifie pas évidemment que le Proche-Orient soit devenu une région pacifique, que la République islamique ait disparu et que le Hamas compte vivre en paix avec Israël. Ça n'est évidemment pas le cas. Effectivement, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là. Merci beaucoup, Emmanuel Navon, d'être venu sur ce plateau. Alors,